bienvenue pour cette troisième session de questions-réponses en direct de la Maison du Jardinage avec Franck Haute, qui donc travaille ici. Bonjour Franck. Bonjour. Ça va ? Bonjour à tous. Ça va ? Donc ici, tu nous reçois dans ton bureau ? Oui. Très bien. Comme je le disais, c'était la troisième session de live, sachant que la semaine dernière, on avait inauguré les ateliers qui étaient thématiques. Ouais. Donc la semaine prochaine, on aura un nouvel atelier qui tournera, je crois, autour de l'entretien des plantes d'intérieur. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc ce que je te propose, donc les gens sont habitués maintenant, on va quand même reparler un petit peu du lieu. On est à la Maison du Jardinage, qui est le pôle de ressources pour tout ce qui concerne à Paris le jardinage urbain. Exactement. Donc que vous soyez une association, un particulier, vous pouvez venir ici vous renseigner. Il y a des animateurs, toute une équipe pédagogique qui pourra répondre à vos questions. Franck, sur la dernière émission, on avait eu des questions. Après l'émission, il y a trois questions qui n'ont pas pu être posées. Donc si tu veux bien, je vais te les poser maintenant. Okay. Comme ça, on pourra repartir sur les nouvelles questions des personnes qui nous suivent. Okay. Voilà. Il y avait tout d'abord Pascal, qui était une spectatrice du live et qui, elle, possédait un ficus dont les feuilles sont devenues collantes et tombent. Alors, elle demande ce qu'elle doit faire, ou est-ce que c'est normal ? Alors en fait, il doit s'agir d'insectes en fait, qui se développent sur les feuilles quand l'atmosphère est chaude et humide. Donc en ce moment, à l'intérieur, c'est peut-être pas forcément humide, mais il y a des cochenilles farineuses notamment qui se mettent sous les feuilles et qui produisent un miella. Donc c'est des déjections sucrées qui vont donner quelque chose de collant sous les feuilles. D'accord. Et ces cochenilles, à force de piquer, parce que c'est des insectes qui piquent dans la feuille, dans le limbe de la feuille, et qui absorbent la sève qui est contenue dans le limbe de la feuille. Et donc au bout d'un moment, les feuilles elles sèchent, puisque la sève est prélevée et donc elles tombent. D'accord. Donc ça peut être ça. Est-ce que c'est dangereux ? Ça peut être dangereux dans le sens où on peut perdre la plante si on ne fait rien. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever. Alors, il faut observer sa plante. Moi, je ne sais pas quel insecte c'était. Et parce que ça peut être soit des cochenilles farineuses, le plus probable pour un ficus en plante d'intérieur. Quand on a ce type de choses qui arrivent, ça peut être soit des cochenilles farineuses. Donc ça fait un peu comme du coton sous les feuilles. Soit des cochenilles à carapace. Les deux s'enlèvent, vous nettoyez avec un petit pinceau. Il y a une autre solution, c'est de faire un petit produit de traitement naturel avec des produits qu'on peut avoir à la maison. Très simple, donc je peux vous donner la formule. Dans 1 litre d'eau, vous prenez une cuillère à café d'huile végétale, type huile de colza par exemple, une cuillère à café de savon noir liquide, et une cuillère à café d'alcool. Alors, alcool 90, c'est pas évident à trouver, mais un alcool type alcool 70. Voilà. Et tout ça dans 1 litre d'eau, on le mélange. On prend un petit pulvérisateur, alors, je ne sais pas si j'en ai ici, voilà, comme ça. Un petit pulvérisateur comme ça. On mélange dedans et on pulvérise sur les feuilles, voire plutôt en dessous. C'est surtout en dessous que se fixent les insectes. D'accord. Voilà, l'huile, par exemple, l'huile de colza. Vous voyez, c'est des produits qu'on trouve. Oui, c'est vrai que ce sont des produits naturels que tu peux trouver partout. Voilà. Bon, si on ne veut pas mettre de pesticides du tout, on utilise une huile bio et voilà. Ouais, d'accord. Mais ça peut aussi, je répète, ça peut aussi se nettoyer à la main avec un pinceau. Si on n'a qu'une plante qui est comme ça, on peut. Voilà. Après, les ficus, notamment le ficus benjamina, c'est des petites feuilles. Donc c'est un peu compliqué de faire tout le tour, mais ça peut être la solution aussi. Ouais, il n'y a pas de risque, il n'y a pas plus de risque si tu nettoies simplement à la main que ça revienne plus facilement ? Non, parce que là c'est un effet mécanique, donc on va enlever tout ce qu'on voit, donc c'est pareil. Après, il y aura toujours des œufs qui sont dans les selles, des branches, etc. C'est des insectes qui sont installés, donc ils vont pouvoir revenir dès qu'il y aura les conditions, quoi. D'accord. Bon, mais voilà, il y a là je vous donne deux possibilités, soit de le faire à la main, soit de faire le petit produit que je vous ai dit. Voilà. Très bien.
Écoute, j'espère qu'on a répondu à la question de Pascal, puisque elle, d'ailleurs, elle ne disait pas si Oui, elle avait c'est- noté des choses sur les feuilles, elle avait juste dit qu'elle tombait Ouais. et qu'elle collait. A priori, Donc ça, le fait l'indice qu'elle colle, c'est qu'il y a du miel là-dessus. D'accord, Donc il y a des insectes dessus. De toute très façon. bien, très bien. Bon, bah Pascal, il faut nettoyer, Voilà. que ce soit au pinceau ou avec le mélange Voilà. décrit par Franck. Il y a Marie-Fabienne qui dit que dans son jardin, elle a des acanthes. Ouais. Alors si déjà tu peux nous rappeler ce que c'est que les acanthes, et qu'est-ce qu'elle doit en faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier à cette époque pour les acanthes? Alors l'acanthe, c'est le nom latin, c'est Acanthus mollis. C'est là, je regarde dehors s'il y en a encore. Ouais, On peut sortir, oui. ouais, on va aller voir tout de suite ce que c'est que l'acanthe. Voilà, les acanthes, c'est ça. Ah, belle feuille. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quand les feuilles vont sécher, on peut les couper, hein, au niveau esthétique, il n'y a pas Ouais. de problème. C'est une plante vivace, donc elle va repartir dès le printemps. Tant que les feuilles sont vertes, ça nous fait de la verdure, et dès qu'elles sèchent, on peut les couper D'accord, à ras, une fois qu'elles sont complètement séchées. très bien. Alors il y a quelqu'un qui n'a pas laissé son nom, alors, qui dit qu'il a semé de la consoude qui a bien grandi. Ouais, Et alors cette consoude a été attaquée par de l'oïdium. d'accord. Alors il demande s'il peut couper les feuilles et les utiliser comme paillage, ou alors est-ce que ça risque de propager l'oïdium? Alors, dès qu'on a une maladie cryptogamique sur les feuilles, on ne va pas réutiliser ces feuilles, que ce soit pour un paillage ou un compost. On ne prend pas ce risque-là. Donc non, on ne les garde pas pour faire un paillage, et il faut les évacuer en fait. D'accord. Très bien. Bon, voilà, le risque de propagation est quand même assez important. Ouais, parce qu'en fait, c'est les oïdiums, hein, comme les mildious, c'est des champignons, des maladies cryptogamiques qui vont se développer sur un milieu humide. Donc généralement sur les feuilles qui ont reçu de la pluie, il y a encore des gouttes, l'oïdium va se développer dessus. Donc si on met les feuilles sur un tas en paillage et que c'est humide, il va continuer de se développer. D'accord. Même s'il y a une décomposition des feuilles, on ne prend pas de risque avec ça. Très bien. J'espère qu'on a répondu à notre usager inconnu. J'espère, oui. Donc, oui, alors j'espère aussi que les auditeurs aujourd'hui ont noté l'amélioration de la qualité sonore du direct. Parce qu'on a enfin récupéré des micros, donc n'hésitez pas dans les reportages à nous dire si le son est plus clair. Moi, en tout cas, ça me permet de m'éloigner un petit peu de Franck et de l'entendre on correctement entend, et de voir toute la maison en plan plus large. Là, on n'avait pas vu le bambou, moi je trouve ça très joli. Et donc voilà. Alors Franck, pour revenir au jardinage, donc on est en décembre. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en novembre. Tu nous avais expliqué lors des deux précédentes émissions que à chaque moment de l'année, il y avait des choses particulières à faire au jardin, au balcon, en intérieur. Est-ce que tu peux nous parler en gros de ce qu'il faut commencer à faire, ce qui est propice en ce moment? Au mois de décembre, tant qu'il ne gèle pas, on peut continuer à planter, donc soit en pleine terre, les arbres et les arbustes notamment, soit sur les balcons. Hein. On peut faire, tant qu'il ne gèle pas, on peut planter. C'est le meilleur moment pour le développement des racines. D'accord. On peut aussi, là on finit de tailler les arbustes qu'on fleurit cet été, par exemple. Alors on peut faire cette taille-là à la fin du mois de février, mais on peut la faire aussi en ce moment. Tant qu'il ne gèle pas, on peut les tailler. D'accord. Par contre aussi, c'est un mois où il y a quand même un ralentissement des activités à l'extérieur. Donc on va se concentrer plutôt à l'intérieur. C'est décembre, janvier, c'est les 2 mois où on va pouvoir préparer le jardin pour le printemps. Donc notamment, là je pense au potager, c'est le moment propice à faire les commandes de graines. D'accord. Donc ce que je vous propose, et puis j'écoute les questions, hein, Oui, bien sûr, on en a c'est déjà. de vous montrer en fait l'armoire à graines. Très bien. D'ailleurs, je reviens pendant qu'on se redirige vers ton bureau. Tu disais, oui, c'est le moment de planter certaines choses. Ouais. Et tout à l'heure, pendant qu'on préparait l'émission, tu me disais, mais attention, il y a une différence entre la plantation et le semis. Et moi, je t'ai dit, oui, on peut planter quoi comme graines? Et non, on ne plante pas des graines. Est-ce que tu peux juste faire un petit retour là-dessus? Moi, c'est juste de la sémantique. Hein. On sème des semis, c'est simple. Hein. Semer, semis, donc des graines. On plante des plantes. D'accord, donc en ce moment, c'est pas le moment de mettre des graines. Voilà. Non, là, il
commence à faire froid, c'est un peu la fin de... Est-ce que- sauf si on protège. Hein. On peut faire des semis dans les châssis, dans le potager. D'accord. Donc des endroits protégés avec un couvercle en verre qu'on va soulever, qu'on va ne pas oublier d'aérer quand ça a besoin. Mais tout ce qui est pleine terre, c'est quand même en semis, c'est quand même un peu juste là. D'accord. Voilà. Alors j'ai Thomas qui pose une question, qui alors lui a priori est en appartement, et qui dit, je voudrais savoir quelle plante utiliser, planter dans un espace de 10 cm de rebord de fenêtre. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont À l'extérieur? particulièrement... Oui. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont particulièrement adaptées à des, Alors, des espaces confinés? Après, il y a toutes les plantes fleuries, mais qu'on a commencé à planter fin octobre et novembre, qui sont les bisannuelles. Donc les pâquerettes, les pensées, les œillettes de poète, les dianthus, les campanules, etc. Mais là, pareil, on arrive au mois de décembre, un peu à la fin des plantations. Enfin, tant qu'il ne gèle pas, on peut le faire. Et dans les jardinières, on peut aussi planter les bulbes. Les bulbes qui vont fleurir au printemps. Donc ça, j'en avais déjà parlé la dernière fois ou la fois d'avant, je crois. Les jacinthes, les narcisses, etc. Donc ça, c'est des bulbes qu'on peut mettre en association avec les bisannuelles. D'accord. Donc voilà, dans les jardinières, c'est un peu ces plantes-là, mais on peut aussi planter des fougères. Des D'accord. fougères d'extérieur ou des graminées. Très bien. Alors, avant que tu nous montres, je crois que c'est cette armoire-là. Hein. Voilà. Ouais. Donc il y a un petit catalogue. Bon là, c'est un catalogue de la ferme de Sainte-Marthe, mais il y a d'autres grainetiers. D'accord. On va commencer à regarder les catalogues. Et avant de faire une commande, si on a besoin, pour savoir si on a besoin de recommander des graines, eh ben, on va faire l'inventaire des graines qu'on a. D'accord. Donc là, ici, on a quand même pas mal de graines. Alors vous remarquez qu'il y a une chose importante, c'est le thermomètre, donc qui prend la température de l'intérieur. Ah, d'accord. Là, je crois qu'il est un petit peu bloqué, on est un peu en dessous de 20. C'est pas la température idéale, il ne faudrait pas que ça monte au-dessus. Très bien. La température idéale pour stocker les graines, c'est 15 degrés. Voilà. Mais ce qui compte avant tout, c'est qu'il n'y ait pas trop d'amplitude thermique tout le long d'une année. Mais par exemple, cette armoire, elle ne paraît pas spécialement ni réfrigérée, ni isolée. Non, non. Et tu arrives à obtenir des conditions... Là, le but, c'est d'avoir un lieu. C'est pour ça qu'on est au rez-de-chaussée de la maison, on n'est pas à l'étage. On est, vous voyez, à l'extérieur, là, derrière la vitre, en fait, on a les bambous qui protègent, etc. On est dans une partie ombrée l'été. D'accord. Donc, il n'y aura pas beaucoup de contraste de température entre la période d'été et la période d'hiver. Donc là, on sera à 20 degrés, et l'été, on sera à 20 degrés. Très bien. Voilà. Donc, vaut mieux avoir ça que la température idéale de 15 degrés en hiver, et puis 25, 30, 40 degrés en été. D'accord. Vaut mieux pas avoir d'amplitude thermique trop importante. Et une température, si c'est 20 degrés tout le temps, ça va. Alors, juste avant que tu nous expliques un peu comment c'est organisé, parce que je vois que c'est très particulier, tu as des petites étiquettes avec ce que contiennent les caisses. Avant que tu nous expliques tout ça, j'ai Johan qui pose une question qui nous parle du pot de rempotage, sujet qu'on avait abordé lors de la première, je sais pas si tu te souviens. Donc, il dit dans le cas d'un rempotage dans un pot trop grand qui a stoppé la croissance de la plante, en l'occurrence c'est un avocatier, peut-on revenir en arrière en le rempotant dans un pot plus petit? On peut essayer. D'accord. J'ai envie de dire, si ça vient d'être fait, c'est une bonne idée. Voilà. Ça dépend depuis combien de temps. Et là, voilà, ça c'est une question qui est intéressante parce qu'effectivement, c'est ce qui arrive quand on passe d'une taille d'un pot donné à une taille trop importante. Généralement, on va rempoter dans un pot d'une taille supérieure ou de 2 tailles supérieures maximum. Mais on ne va pas passer d'un pot comme ça à un pot comme ça. Alors, on pourrait se dire que ça serait mieux de faire comme ça, parce que de toute façon, la plante, à un moment donné, on va arriver à un pot comme ça, mais en fait, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et effectivement, là ça montre bien il y a un blocage du développement de la plante. D'accord. Au niveau du système racinaire, il faut qu'elle prenne le temps de redévelopper un système racinaire qui correspond au volume disponible pour ses racines. Et donc ça prend du temps pour qu'elle se réinstalle dans un nouveau volume de terre. Le volume de terre change d'une façon trop importante par rapport à ce qu'elle avait avant. Très bien. Donc bon, finalement, Johan est assez pertinent dans sa question. Tout à fait. Il a bien observé sa plante. Parce que je me rappelle qu'effectivement, tu nous avais dit ne pas, avec les diamètres des pots. Très bien. Bravo, Johan.
Donc oui, rempoter dans un pot plus petit. Alors ça, là, je disais... oui, Juste une taille. Enfin, ouais, là pour sa question, c'était quand même est-ce que je le remets dans un pot plus petit? Ça dépend depuis combien de temps ça a été rempoté. d'accord. Si ça fait 3 mois ou 6 mois, c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Par contre, si ça vient d'être fait, mais bon, s'il a observé que la plante ne poussait pas, ça doit faire un moment. Ouais. Bon, Johan, si tu peux mettre en commentaire depuis le moment auquel tu as rempoté dans un pot de grande taille, on pourra préciser. Écoute, en attendant Johan, est-ce que du coup tu peux nous parler un peu plus de ton système de classification des graines, de rangement? Voilà, donc on a 2 boîtes pour les semis. Alors là, on distingue tout ce qu'on a. On a essentiellement des plantes potagères. Tout ça, c'est les semis qui sont destinés au potager. Donc on a distingué les périodes, hein, printemps, été, automne, hiver. D'accord. Donc on voit qu'on a beaucoup plus de graines, 2 boîtes entières pour le printemps et l'été, et une boîte pour l'automne et l'hiver. Ouais. Donc qui sont classées de A à Z. Ensuite, en dessous, on a les engrais verts. Donc on marque lesquels, hein. Donc printemps-été et pareil automne-hiver. D'accord. Là, bon, c'est une boîte en plus, on avait de l'avoine, parce que c'est des sacs un peu plus gros. Parce que généralement, en fait, les engrais verts, là, par exemple, ici, on peut avoir, c'est des semis voilà, la graine, par exemple, les fèves, c'est des graines assez grosses, hein, grosses comme ça. Donc du coup, on a des gros sacs de semis comme ça. D'accord. Et c'est des semis qui se font soit en ligne, en alternance avec de l'avoine, par exemple. On peut faire ça jusqu'au mois de novembre. Voire, vu le temps qu'il fait, on pourrait presque essayer en ce moment. Ça serait la limite de la limite. Pour voir comment ça pousserait. Je vois que tu as noté au feutre. J'ai vu un 2020 au feutre pour le paquet. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est l'année à laquelle je reçois, enfin, durant laquelle je reçois les graines, en fait. Je fais mes commandes de graines, ça c'est les commandes de graines du début de l'année, donc que j'avais préparées à la fin de l'année dernière. Et donc je les ai reçues mi-mars, juste avant le premier confinement. Et donc automatiquement je marque les dates en fait, pour savoir depuis combien de temps, quand je fais mon inventaire et que je dis mais je le fais avec mes collègues, hein, de la maison de jardinage, quand nous faisons l'inventaire et on regarde essentiellement les dates. Depuis quand, s'il y a des graines qui sont là depuis 10 ans, elles sont plus bonnes, en général. Surtout si les sachets sont ouverts. Donc c'est très important de mettre la date, c'est un repère pour le vieillissement des graines. Et pour les gens qui ont des jardins et qui font leurs propres graines, qui récupèrent des graines, est-ce qu'il y a un système de conservation particulier? Parce que tu dis que quand ça a pris l'air et quand tu as ouvert un sachet, il y a plus de chances que les graines soient moins efficaces au bout de quelques années. Quelles sont les conditions de conservation optimales? C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que le lieu de conservation, il doit être d'abord à l'obscurité, au sec. Donc ici, c'est un endroit sec, et à une température idéale de 15 degrés. D'accord. Donc voilà, après il y a aussi, je vous montre tout hein, du coup, les fleurs et plantes d'ornement d'extérieur. Ouais. Donc on fait aussi des semis, hein, voilà, c'est classé par ordre alphabétique. Vous voyez ? Ouais. Donc pareil, on met la date. Voilà, on fait des petits panneaux comme ça et on a toutes les... Donc on en a pas mal parce que on sait très bien que même dans un potager, le fait d'avoir des floraisons, d'abord ça permet d'attirer les insectes pollinisateurs et donc ils vont polliniser les fleurs femelles et les fleurs en passant aussi par les fleurs mâles et donc permettre d'avoir des légumes fruits comme la courgette, la tomate, l'aubergine, etc. D'accord. Et puis après les aromatiques, pareil, il y a une base aromatique, hop, et c'est classé par ordre alphabétique. D'accord. Donc ça, c'est on choisit les périodes un peu plus calmes au jardin, notamment au potager, parce que ça prend un peu de temps hein, pour revoir toutes les boîtes, revoir tous les sachets de graines. Il y en a un paquet dedans. Hein. Je peux montrer l'exemple ici, par exemple aussi pour les légumes. Ah oui. Voilà. Donc voilà, on voit... Tu sais combien d'espèces de plantes tu as là-dedans? Alors, je vois qu'il y a la crambe d'ailleurs. Tu as un petit sachet avec la crambe maritime que tu avais, que tu avais bouturé l'autre jour. Exactement, on peut la faire aussi. Alors,
j'ai dans la porte de l'armoire ma liste D'accord. simple, hein, c'est juste le nom de toutes les graines que j'ai. D'accord. Donc par exemple, parce que l'étape d'après, ça va être en hiver, donc là, décembre et janvier, ça va être le moment de préparer le planning pour le potager. C'est-à-dire quand on va semer et où. Donc en utilisant un plan, donc là on a la liste des légumes, vous voyez, il y en a un paquet, Ouais, il y en a pas mal. les aromatiques, les fleurs et les engrais verts. Tous les engrais verts qu'on a ici. Et donc, à partir de cette base, Donc là, ça c'est tout ce que j'ai là. Avec, là j'ai les noms titres, hein, Ouais. mais après j'ai des variantes en fait. d'accord. Par exemple, dans au niveau des l'aubergine, je espèces. vois, tu as peut-être plusieurs variantes. Voilà. Là par exemple on voit betterave noire d'Égypte, betterave Burpee Golden. Burpees Golden. Ouais. Voilà. Et les différents choux, hein, on a plein de choux Ouais, différents. je vois. C'est fou. Voilà. Donc ça doit être. Donc ça a été mis à jour au moment où. Là, je viens de le faire, hein, l'armoire. D'accord, Enfin, d'accord, on d'accord. ouvre- Elle est très bien rangée. Ouais. Donc ça, c'est important d'avoir un endroit clair comme ça où, quand on on prépare notre plan et notre planning, on sache qu'est-ce qu'on va pouvoir semer et comment on va faire nos rotations et nos associations de légumes. D'accord. Et donc du coup, s'il manque des plantes, eh ben, on va utiliser les catalogues en fait, les catalogues de graines. Hein. Voilà. Ouais. Donc là, évidemment, nous on choisit toujours des graines bio non traitées. Et si on veut récolter les graines, après, on n'utilise pas de F1. De F1 Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que moi, par exemple, je ne F1, vois ça pas. veut dire première génération. Première génération. C'est-à-dire que les graines F1, elles utilisent le processus, enfin comment dire, l'effet hétérosis, c'est l'effet qui est produit lorsque on isole deux lignées de variétés identiques. Donc, par exemple, si on va obtenir une tomate, on va prendre les caractéristiques d'une tomate qui est assez grosse, et puis une tomate qui a un goût très prononcé, enfin un bon goût. Et on va dire, on va faire une variété de grosses tomates avec un goût très sucré, par exemple. Donc on va isoler la lignée de celles qui sont grosses pendant 7-8 générations, c'est-à-dire qu'elles vont se multiplier entre elles. Donc on appauvrit le capital génétique, hein. On a une baisse un appauvrissement génétique, et l'autre lignée pareil. Et donc le fait qu'on va les croiser à un moment donné, ça va créer un effet de boost qu'on appelle l'effet hétérosis, qui fait que cette lignée qu'on va obtenir, elle va être exceptionnelle au niveau du pouvoir germinatif des graines et au niveau de la fixité des deux caractères des parents. C'est-à-dire on aura vraiment les deux caractères des parents qui seront complètement comme on l'a décidé, et un grand pouvoir de germination, de pouvoir germinatif des graines, c'est-à-dire que sur 100 graines, on aura 99% de réussite en fait au niveau de la germination. D'accord. Le problème de la F1, c'est que la deuxième génération, on retombe, car si on prend les graines qu'on a obtenues de cette tomate-là, de cette première génération qu'on veut les semer, eh ben on va tomber au niveau du pouvoir germinatif des graines de 90-99% à 50%. D'accord. Ah oui, Il y aura un pouvoir énorme. germinatif qui va baisser, et on va perdre la fixité des deux caractéristiques des deux variétés qu'on a choisies. D'accord. C'est quelque chose qui est commun à toutes les graines hybrides, le Oui. fait de la perte de cet à la effet-là. deuxième génération? Ouais, D'accord. de cet effet-là, qu'on appelle F1. C'est particulier, hein, c'est-à-dire que artificiellement, on va isoler deux lignées. Hein. C'est pas toutes les hybridations dans la nature, c'est pas comme ça. Il y a pas, vous voyez, il y a un brassage génétique tout le temps. D'accord. Il n'y a pas Oui. tant de générations de chaque côté qui est bloqué. Très bien. Alors je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si, en Je tout développe cas, un petit peu là-dessus. si ça l'est plus pour moi, je pense que... Et ensuite, donc du coup, on passe de ça, et du coup, on va. Qu'est-ce que c'est, Il y a ça? toujours, pour Un un potager, calendrier il y a toujours un plan. Ah, c'est le potager. Voilà, donc ça, c'est le plan du potager. Et oui, on Donc reconnaît c'est les vallées. aussi à ce moment-là que on va définir
les endroits où on va mettre, on va semer, où on va planter, et puis ce qu'on va mettre, etc. Ça permet de suivre les rotations de culture notamment. Et comment tu sais à quel moment de l'année, parce que là je vois qu'il y a tournesol, paillage, etc. Combien de plants comme ça est-ce que tu sors par mois? Un par mois, un tous les 3 mois, un tous les 6 mois? Alors en fait, suivant le nombre de rotations qu'il y aura, on va superposer sur certaines parcelles où on va les mettre les unes à côté des autres. D'accord. Les différents légumes. En fait, normalement, dans les rotations, c'est des rotations annuelles. Donc, c'est sur un plan comme ça, une fois qu'il est fait, cette année-là, je vais semer tel légume sur telle parcelle, et c'est l'année d'après que je ferai une rotation, c'est-à-dire je semerai un autre légume sur la parcelle sur laquelle j'avais semé. D'accord, j'entends bien. Voilà. Donc, normalement, on fait un plan à l'année, et chaque année, on change. La rotation, elle se fait annuellement. Très bien. Alors, je disais tout à l'heure que ça pouvait être aussi, comme sur une année, dans un potager, on peut faire plusieurs cultures, hein, puisque les cultures potagères sont des cultures courtes, donc qui font en moyenne 3 mois, c'est-à-dire du semis jusqu'à la récolte. On va pouvoir faire se succéder sur une même parcelle plusieurs cultures différentes. Faire effectivement des rotations comme ça aussi. Très bien. Voilà, donc du coup, ça c'est le plan. Et il nous manque une chose, c'est le planning, c'est-à-dire un calendrier. Quand est-ce que tu fais quoi? Voilà, c'est ça. À quel moment je vais. Donc un calendrier, donc là on aura le calendrier. D'accord. Ensuite. Je vois, il y a une intervention de nacelle prévue à la maison du jardinage. Ouais, qui était prévue, mais qui n'a pas eu lieu. Pour un arbre peut-être? Non, pour la taille de la ville berger. Ah oui, sur la façade qu'on avait vue il y a 2 semaines. Ça n'a pas eu lieu. D'accord. Très bien. Bah, du coup, on a vu un des points qui est le classement des graines. Est-ce que en décembre, on peut faire d'autres choses que de classer ces graines? Parce que les gens qui sont en appartement n'ont peut-être pas plein de graines à... C'est aussi un moment où on va se retirer, enfin on va être plus à l'intérieur, hein, notamment pour ceux qui ont des balcons et des terrasses. Donc du coup, on va s'occuper un peu plus des plantes d'intérieur aussi. Parce qu'on n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Alors quand je dis s'en occuper, c'est par exemple faire les rempotages. Ce qui sera le sujet, si j'ai bien compris, de l'atelier de la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Donc on va pas Donc forcément là, on s'étendre verra là-dessus. effectivement, je reviendrai sur les substrats, les types de pots. Donc on va privilégier plutôt les pots en terre plutôt que les pots en plastique. Et puis après, on verra aussi quel type de plantes ça concerne en fait les plantes d'intérieur. D'accord. Tiens, j'ai Thomas qui nous parlait tout à l'heure de son balcon, qui a un petit peu donné des détails. Il dit qu'il a effectivement une jardinière de 10 cm ou 15 cm de large, donc je pense que c'est de profondeur. Enfin, pas de profondeur, mais voilà, entre sa fenêtre et le balcon, et la rambarde. Et il voudrait une plante qui monte. Alors, tu en avais donné quelques-unes tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que tu aies donné des espèces grimpantes. Alors, il veut peut-être une plante, une plante vivace, c'est-à-dire une plante qui resterait sur place. Ah, je pense, oui. Ouais. Ah, puis Johan a dit que son avocatier avait été rempoté il y a 1 an. Est-ce qu'il est trop tard, du coup? Bah ouais, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Donc il peut tenter, mais ça peut être dangereux pour... Il peut vérifier déjà si... du coup, je chante la question et je reviens sur l'autre question. Il peut vérifier au niveau de son pot comment se sont développées les racines, en faisant attention, en le dépotant un petit peu pour voir si les racines elles ont colonisé bien le substrat, toute la surface, ou si c'est pas le cas, mais c'est un peu là 1 an après, c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Quel est le nom que vous donnez déjà quand vous avez une énorme masse de racines qui a presque plus de terre, que les racines sont partout en... Si la racine elle tourne comme ça en rond, on appelle ça un chignon. Parce que ça un chignon, d'accord. Mais ça, je pense pour lui, ça sera loin d'être le cas, puisque c'est un petit peu l'inverse qui se produit. D'accord. Ben écoute, après on a... Ah, je voudrais une plante qui cache la vue du soleil, qui cache la vue un peu. Peut-être qu'il a un vis-à-vis. Donc c'est ça, mais alors là c'est pas sûr. C'est toujours la même personne qui demande. Oui, c'est toujours la même personne. C'est toujours Thomas. Alors le problème sur une petite jardinière, on peut essayer d'aller voir celle que... Oui, avec plaisir. Bon, le temps a passé très rapidement. Ouais, on est sur la fin. Ça correspond. Voilà. Thomas, pour toi, on va aller voir une plante qui éventuellement sera adaptée
à ton balcon. Est-ce que ça correspond à une jardinière comme ça? Est-ce que tu reconnais ta jardinière, Thomas? A priori, c'est quoi? C'est un romarin, ça? Non, c'est une lavande. Ah, c'est une lavande. Donc ça, c'était un essai. Bon, elle est un peu pliée comme ça, parce qu'elle était un peu plus sous l'orme qui est là, et donc elle allait chercher la lumière dans l'autre sens. Donc on l'a remis dans l'autre sens, pour qu'elle revienne comme ça. D'accord. Mais en fait, ça, c'est des essais pour voir si des plantes quand même qui... Voilà, la lavande par rapport au pot, si elle arrive à se développer, en fait, oui, on arrive à avoir des plantes qui montent à 40, 60, soit plus de 60 cm. Ah bah super, ah bah, du coup Thomas c'est ce qu'il va planter sur son balcon. Alors, ce qui va limiter les plantations dans une jardinière, c'est sa profondeur. D'accord. Oui, c'est vrai que là, elle n'est Il y a une pas... correspondance entre le système racinaire et puis les parties aériennes de la plante. Est-ce qu'il y a un minimum, par exemple, pour une lavande telle qu'on la voit là? Est-ce qu'il y a une profondeur minimum de substrat, enfin une... C'est ce qu'on... Normalement, on dit que c'est des plantes qui ont besoin... on va leur donner au minimum 30 cm. D'accord. Voilà, c'est un petit peu limite. 40 cm. Là, on est à 20 cm, même pas. Ouais. On doit être à peu près comme... voilà. Là, je regarde comme ça. Voilà, on est un peu en dessous de 20 cm. C'est à 20 ouais, maximum. Entre 15 et 20 cm. Mais justement, là, on est en train de tester ça. D'accord. L'intérêt, c'est de savoir on essaye en fait. Oui, mais comme quoi c'est marrant, parce que vous faites aussi des petites expérimentations pour voir jusqu'où on peut aller avec quel type de plante. Voilà, exactement. Très bien. Donc on voit bien, la lavande, elle signifie. Ouais. Normalement, en fait, on était comme ça. On était de ce côté-là. Ouais. Parce qu'après, là, cette jardinière-là, elle était mise en exemple devant l'entrée de la maison de jardinage, mais elle était sous l'orme qui est ici. Elle était là, pas gênée. Et en fait, du coup, elle était dans l'autre sens et la lavande allait chercher la lumière comme ça. C'est pour ça qu'elle penche. Vous voyez, ça c'est typiquement un étiolement et une direction de la plante pour chercher le soleil. D'accord. La lumière. Donc effectivement, mais c'est valable pour d'autres plantes. Donc si on a des plantes qui penchent d'un côté, on peut retourner le pot pour... Voilà, alors c'est surtout valable pour les... Ça, la lavande, c'est une plante quand même de lumière, de pleine lumière. Donc c'est encore plus valable pour une plante comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des plantes d'intérieur que les personnes qui nous regardent pourraient avoir chez eux et qui sont très friandes aussi de soleil et qui aient besoin éventuellement d'être retournées de temps en temps pour redresser la plante? Les plantes type ficus, etc., effectivement... Ils aiment bien la lumière, mais après, la majorité des plantes d'intérieur sont des plantes tropicales ou subtropicales, donc qui vivent dans des pays, dans des zones géographiques où il y a beaucoup plus de lumière qu'ici. Hein. Mais pour les plantes qui sont plutôt, les plantes d'intérieur qui sont plutôt basses, comme les marantas, les calathea, c'est-à-dire les feuilles très décoratives, c'est des plantes. Voilà. On va se reculer un peu avec le camion là. Des plantes de climat tropical, mais qui vivent à l'ombre des forêts tropicales humides. C'est-à-dire que dans les forêts tropicales humides, vous avez la canopée qui est tout en haut, qui est donc le manteau de la frondaison des arbres, donc là où il y a les feuilles et les petites et les branches qui les portent. Et donc ce manteau, qui est plus ou moins épais, il va filtrer 80% de la lumière. Donc juste en dessous de la frondaison, il reste que 20% de lumière. Et plus on descend vers le sol, plus cette lumière est captée par les autres végétaux, notamment les plantes épiphytes, qui se fixent sur les troncs des arbres. Et on va arriver au sol avec un pourcentage de lumière entre 2 et 6%. Ouais. C'est drôle parce que des fois on a l'impression que les plantes demandent beaucoup de luminosité alors que ce que tu décris est exactement le contraire. Alors c'est pas exactement le contraire dans le sens où la lumière des 100%, elle est beaucoup plus importante que la lumière qu'on a ici dans nos zones climatiques. Ce qui caractérise les climats, c'est plus l'inclinaison de la Terre que son éloignement du Soleil. D'accord. Donc d'ailleurs le mot climat, ça vient d'un mot grec climat avec un K, qui veut dire inclinaison. D'accord. Très bien. Écoute, on a encore fait un petit peu plus long que ce qu'on avait prévu, mais on arrive à la fin du live. Okay. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors pour les directs, on continuera parce qu'on arrive à une période où on commence à parler de déconfinement partiel. Donc l'ouverture de la maison, du jardinage
Est-ce qu'il y a une date Alors- officielle pour la réouverture au public? Alors l'ouverture est prévue le 5 janvier 2021. D'accord, donc c'est... Mais ça va être, on va pas faire tout de suite des ateliers sur place. D'accord. Il faut savoir le nombre de personnes. Enfin, il y a- C'est-à-dire que vous recevez le public, vous continuez à dispenser des conseils, du contenu pédagogique, mais par contre, pas de conférence, pas d'atelier dans un premier temps. Non. D'accord. Donc c'est surtout la maison, elle est ouverte au public parce que dans la maison il y a des salles à visiter. Hein. Ouais, C'est- ouais. c'est- voilà. Après nous, on fera pas d'atelier ni de conférences. D'accord. On les fera pas sur place. Enfin voilà. Oui, Au oui. début, on va reprendre tout ça au mois de février. Bon, je pense qu'on fin, est tous, fin janvier. on Mais est tous ça, en train de prévoir les modes de... voilà. Mais D'accord. ça c'est à. Je sais pas si on m'entend parce que du coup j'ai mon micro dans. A priori, je pense que j'aurais eu des... Là. Ouais, non, ça va. Ok, bah nous, on continuera à faire des lives, hein, je te l'avais dit tout à l'heure. On continuera, on espère que les gens sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous invite tous à aller, comme d'habitude, sur Que faire à Paris, parce que c'est quand même l'endroit où on retrouve, en gros, toutes les activités proposées par la Maison du Jardinage, mais aussi d'autres activités qu'on propose en live et qui se passeraient à la Maison Paris Nature et à la ferme de Paris, puisqu'en gros, ce sont les trois grandes thématiques sur lesquelles on a lancé les lives. Franck, je te retrouve vendredi prochain pour un atelier spécial donc plan de l'intérieur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Donc il est possible que dans la semaine je fasse fuiter, que je mette des choses, des indices sur l'Instagram de la ville comme on l'avait fait pour la bouture de bois sec. Si les gens veulent éventuellement rempoter, avoir des gestes techniques avec toi en même temps que toi pendant l'atelier, ils seront en capacité de le faire, sinon D'accord. ils le prendront comme en atelier, comme quand ils viennent présentiellement à la Maison du Jardinage. Je te remercie pour ton accueil, Franck. Merci. Et je vous dis Merci à à tous vous. à très bientôt et passez un très bon week-end. Au revoir.